Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire UPV dont le thème est le RGPD, être en conformité en 2021. Le RGPD, pour Règlement général sur la protection des données, est entré en vigueur le 25 mai 2018 et il a pour but d'encadrer le traitement et la circulation de données à caractère personnel dans l'ensemble des États membres européens. Il est né de la volonté européenne de créer un cadre juridique unifié afin de faire face à l'enjeu majeur que représente le traitement des données personnelles. Son champ d'application est extrêmement large, puisque toutes les entreprises sont concernées, quel que soit leur effectif ou leur type d'activité. La responsabilité de la mise en œuvre de ce traitement de données personnelles repose sur l'employeur. C'est un sujet assez complexe. Ainsi, l'UPV a fait appel à maître Tiffany Dumas, avocate au barreau de Toulon, qui est spécialiste des questions de traitement relatives aux données personnelles depuis 8 ans. Elle va pouvoir attirer notre attention sur les points clés de cette mise en conformité. Maître Dumas a créé un logiciel de gestion des cookies qui est référencé par la CNIL et elle est également désignée déléguée à la protection des données personnelles pour plusieurs structures, qu'elles soient publiques ou privées. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Je les poserai à Maître Dumas à la suite de cette présentation. Je vous dis bonne conférence et je passe la parole à Maître Tiffany Dumas. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici et j'aimerais vous profiter de ce webinaire pour vous donner quelques clés vraiment essentielles si vous n'avez rien mis en place au niveau du RGPD ou même si vous avez commencé à travailler sur cette mise en conformité, quelques points à vérifier en cas de contrôle de la CNIL ou en cas de mise en cause de la sécurité informatique de vos réseaux. Alors, d'abord, quelques chiffres clés. Le RGPD est entré en vigueur en 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018? Eh bien, en 2020, la CNIL a publié ces chiffres et désormais, il y a plus de 64 900 organismes qui ont désigné un délégué à la protection des données. Donc, qui, au-delà du travail de mise en conformité du règlement au RGPD, ont désigné une personne, qu'elle soit interne ou externe à la structure, pour les accompagner et pour les aider dans la gestion au quotidien des données personnelles et surtout de la protection. Vous avez aussi, entre 2018 et 2020, on a pu constater une grosse augmentation des plaintes, plus de 47% d'augmentation des plaintes à la CNIL. Sachez que ces plaintes sont assez faciles à faire, elles sont ouvertes à tous, il suffit de remplir un formulaire à la CNIL et elles sont toutes instruites. Donc, toutes n'aboutissent pas à des contrôles, mais c'est une des principales sources pour la CNIL, pour améliorer sa doctrine, pour vérifier ses problématiques, parce que le RGPD est un droit très mouvant, en construction, et les solutions sont encore assez ouvertes. C'est pour ça que pour pouvoir définir exactement comment être en conformité, on va travailler sur des principes fondamentaux que le RGPD, la loi informatique et liberté, aura fixés. Alors, je sais, c'est un sujet friand que vous aimez bien savoir, c'est où en est-on sur la mise en œuvre réelle, sur les contrôles que réalise la CNIL. Donc oui, il y a eu un podium des amendes qui ont nettement augmenté par rapport à 2018. En 4e place et en 3e place, nous trouvons les hôtels Marriott et British Airways qui ont été sanctionnés à hauteur de 20 millions d'euros et 22 millions d'euros parce que pour des failles de sécurité. En fait, il s'agissait de problèmes de configuration de leur espace client qui ont été piratés et du coup, plus de 300 millions pour l'un et 400 millions de comptes et de données personnelles ont été volés. Donc, en seconde place, vous trouvez Amazon qui a été sanctionné à hauteur de 35 millions d'euros donc en décembre 2020
Pareil aussi pour cette fois pour des non-conformités sur le consentement relatif aux cookies. Amazon utilisait des données personnelles pour des finalités publicitaires alors qu'elle n'en avait pas le droit. Et c'est pareil, en pole position, vous avez Google avec une sanction à hauteur de 100 millions d'euros. Donc ce sont toutes des sanctions qui ont été données par la CNIL ou l'autorité anglaise de contrôle des données, parce que sachez que les CNIL européennes, donc nous appelons ça avant le groupe de l'article 29 ou le CEPD, travaillent ensemble pour définir les sanctions qu'elles donnent. Donc dans le cadre de Google, c'est la sanction, donc pour rappel, la première était début 2019, elle était de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, la CNIL a voulu frapper plus fort parce que cette sanction concerne exactement la même chose, à nouveau les cookies et le consentement qui n'est pas demandé aux internautes de Google, et elle a augmenté sa sanction à hauteur de 100 millions d'euros. Je voulais tout de même faire un rappel de la 5e position, parce qu'il s'agit d'un Français. C'est le groupe Carrefour et Carrefour Banque qui a été sanctionné à hauteur de 3 50 000 euros pour une violation à nouveau sur le consentement et sur les cookies, sur ses méthodes de prospection. Elle a utilisé les données de ses clients pour les prospecter d'une manière abusive et aussi en utilisant la technologie des cookies pour les prospecter. Tout ça pour vous dire, depuis 2018, la CNIL fixe les mêmes problématiques et donc principalement les actions de conformité que je vais vous indiquer vont, pour ceux qui ont débuté en 2018, vous sembler un rappel, mais vous savez, mais en réalité, c'est vraiment le point le point d'ancrage et le point fondamental que la CNIL va vouloir fixer lorsqu'elle va réaliser ses contrôles. Maître Dumas, je me permets de vous interrompre 2 petites minutes. On avait une question pour savoir si effectivement donc, ces entreprises ont été condamnées et est-ce que les amendes ont bien été réglées, le total des montants, est-ce qu'ils ont bien été réglés par les entreprises condamnées? Alors, pour l'instant, certaines, oui. Après, il y a toujours des procédures d'appel qui sont en cours. Au niveau, pour les sanctions qui datent de 2020, c'est encore trop tôt pour le dire parce que les délais d'appel et les procédures d'appel ne sont pas terminés. En revanche, par exemple, pour la sanction de Google de 50 millions d'euros, malgré la procédure d'appel qui a été introduite, elle a été rejetée et du coup, Google a dû régler ces 50 millions d'euros à la CNIL. Sachant que la question qui arrive souvent, que deviennent en fait le montant de ces sanctions? Elles vont alimenter le budget de l'État d'une manière assez générale. Donc, il n'y a pas de politique particulière de motivation avec la redistribution des sanctions. C'est une alimentation de l'État de manière très classique. Merci. Bon, maintenant, vous êtes convaincus que le RGPD, il faut agir. Alors, par où commencer? Pour avoir vécu plusieurs contrôles sur place de la part de la CNIL réclame toujours les mêmes documents. Même si vous pensez que votre activité est, vous êtes une TPE ou une PME, que votre activité n'a pas pour but de gérer en grande quantité des données personnelles, sachez que la CNIL va d'abord vous demander la cartographie, donc faire une analyse, un audit de votre structure pour savoir quels sont les traitements que vous avez, quelles sont les données à caractère personnel que vous collectez et pourquoi vous le faites. Pour vraiment avoir une vision, vous devez faire le tour en fait de votre structure et le consigner dans un registre des traitements qui va permettre en fait qui pour moi est un véritable outil de travail. D'une part, il va permettre de conserver et d'avoir une vue d'ensemble des activités de votre structure au regard du traitement des données, mais au-delà de ça, il va aussi documenter les mesures
déjà les premières mesures de protection, parce que ne croyez pas, vous n'êtes pas au point zéro. Vous avez de manière générale déjà certains réflexes de par la réglementation existante, donc de vos contraintes au niveau de votre activité, mais aussi de bon sens. Vous avez déjà certainement mis en place des structures, des mesures protectrices, et donc le plan d'action qui va ressortir de votre registre de traitement va vous permettre soit d'identifier les mesures qui ne sont pas en conformité et du coup les corriger, soit ajouter et créer de nouvelles mesures pour savoir comment améliorer cette conformité, et enfin tout simplement peut-être vous rassurer sur les mesures qui sont déjà correctes et mises en place. Donc le RGPD n'a pas pour but de vous interdire de faire votre activité, il a pour but d'améliorer votre niveau de sécurité et de protection des données, ou bien de vous rassurer sur ce qui a déjà été correctement mis en place. Enfin, ce qui en général est systématiquement à améliorer, c'est les nouvelles obligations d'information. Parce que avant l'entrée en vigueur du RGPD, elle n'était pas aussi contraignante, et désormais la première analyse et qu'on ressort en fait de cette cartographie, c'est les mentions d'information à donner à vos clients, à vos sous-traitants et à vos autres partenaires. Et enfin aussi, les premières mesures que nous allons remarquer, c'est vérifier la solidité de vos systèmes informatiques. Je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces qui vont vous permettre d'identifier si déjà ces premières mesures de sécurité informatique sont suffisantes pour protéger à un premier niveau vos données personnelles. Donc, plus concrètement, pour la documentation juridique, je vous conseille vraiment de détenir, c'est le registre des traitements. Donc, c'est cette fameuse, une fois que vous avez fait la cartographie, c'est de retenir dans un registre tous les traitements et les mesures, les finalités et les bases légales des données que vous collectez, ce qui vous permet ensuite de pouvoir identifier quelles mesures sont à mettre en place ou quelles mesures sont déjà conformes et quelles sont les obligations d'information qui découlent au regard du RGPD. C'est la base de l'outil de travail du délégué à la protection des données ou de toute personne qui souhaite approfondir la conformité au RGPD. Vous allez voir, la documentation concernant le RGPD est assez volumineuse et il y a énormément de petites actions à mettre en place. Ce qui vous permet en fait de le conserver et qui vous aide aussi à accélérer la cartographie de vos traitements, c'est l'utilisation de logiciels de gestion. Il en existe plusieurs sur le marché. Ils vont vous guider et vous aider dans la réalisation de la cartographie. Vous avez aussi des sociétés avec des consultants qui vous accompagnent en vous posant les questions pour réaliser une véritable cartographie et un registre des traitements. Et aussi le registre de sous-traitance. Donc, qu'est-ce que le registre de sous-traitance? C'est un registre où vous devez documenter les traitements que vous faites pour le compte de vos clients. C'est-à-dire, lorsque vous êtes mandaté, lorsque vous travaillez, vous ne prenez pas de décision pour votre client et que vous avez à traiter des données. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un prestataire informatique et vous devez gérer pour le compte de votre client le réseau informatique ou tous les éditeurs de logiciels qui conservent pour votre compte les données, vos données métiers, et font un traitement de données pour votre compte et donc doivent détenir un registre de sous-traitance. C'est notamment le cas si, par exemple, c'est aussi le cas si en tant qu'expert comptable, vous gérez pour le compte de vos clients le registre de paye. C'est aussi le cas en tant que
en tant que profession libérale, si vous gérez pour le compte de vos clients des actions, mais dont vous ne prenez pas des décisions, tout cela est à mettre dans un registre de sous-traitance. Donc, vous devez, d'une part, détenir un registre des traitements où c'est vous qui êtes décideur de l'issue des données que vous collectez. Et ensuite, si vous avez un mandant, une personne qui vous donne les ordres sur la manière de gérer les données, vous détenez aussi pour son compte un registre de sous-traitance. Enfin, un autre registre à détenir est le registre des violations de données. Celui-ci est un registre plus informatique dans lequel vous allez conserver les informations en cas d'incident sur les données, par exemple. Bon, évidemment, vous avez le cas des virus informatiques, mais par exemple, si vous avez un client, un de vos salariés qui s'est fait voler son ordinateur portable, c'est notamment un registre des informations que vous allez mettre dans ce registre. Très important, ce registre, vous devez analyser en fonction des incidents quelle est la gravité. Donc, les conséquences à tirer de cette violation de données, de cet incident. Parce que, en cas de contrôle, la CNIL va vous demander d'avoir analysé, en fait, le niveau de violation de le niveau de gravité de cet incident au regard des données, des personnes concernées par ces données collectées. Et enfin, en fonction de cela, si on considère que la violation est d'un niveau très grave, donc ça impacte un grand volume de personnes et ça risque par exemple de déboucher à, je vais vous donner un exemple, des hackers se sont introduits dans votre réseau informatique, ils ont pris des informations telles votre base de données client, avec ou des données utilisateurs, ils ont volé des cartes d'identité, peut-être des données bancaires, peut-être des informations sur leur fiche de paye. On va l'estimer comme un niveau grave de violation de données. Et dans ces cas-là, vous avez une obligation légale de déclarer à la CNIL cet incident dans les 72 heures. Vous devez l'inscrire donc dans ce registre et aussi notifier à toutes les personnes concernées la hauteur de cette violation. La CNIL reste très vigilante et sanctionne régulièrement. Nous avons eu un cas en 2019 d'une agence immobilière qui n'a pas fait cette démarche et qui a été sanctionnée à hauteur de 400 000 € parce qu'elle a tardé à faire cette notification. Elle s'est fait voler ce typologie d'informations qui sont considérées comme sensibles. Et la CNIL, du coup, n'a pas pardonné en fait cette durée pour notifier et ensuite pour corriger cette violation. Autre chose en conséquence, comme vous avez entendu, les risques de sanctions et les risques d'engagement de votre responsabilité professionnelle peut être assez élevés. Donc, pour justement limiter et clarifier avec les intervenants, les partenaires avec qui vous travaillez, le rapport de responsabilité, il est important que vous indiquiez dans tous vos contrats, donc vos conditions générales, quels sont les traitements de données à caractère personnel que vous faites de manière seule, c'est-à-dire en tant que responsable de traitement, en tant que maître du traitement ou en tant que sous-traitant, quelles sont les données que vous faites et quelle est la limite de votre responsabilité que vous définissez avec vos partenaires. Ça veut dire que d'un côté, vous allez expliquer vos droits et vos obligations et d'un autre côté, vous allez aussi leur expliquer jusqu'où vous êtes prêt à engager votre responsabilité en cas de violation et dans quel cas vous n'êtes plus responsable. C'est d'autant plus important que vous avez un risque parce que très souvent, donc c'est là où je vais vous inviter à vérifier auprès de vos assurances, les assurances en responsabilité professionnelle, par défaut, ne prennent pas en compte la perte de données ou la violation des données. Pour cela, si votre activité principale concerne des données à caractère personnel, je vous invite fortement à vérifier et à prendre auprès de votre assurance une assurance spécifique qui va prendre en compte les risques de cybersécurité. Enfin, un autre cas, vice-versa à faire, c'est les contrats que vous allez souscrire, conclure avec vos clients.
donc pour lequel vous allez sous-traiter pour leur compte des données à caractère personnel, vous devez leur indiquer aussi les obligations et les responsabilités. Mais ça va bien au-delà. Si vous êtes un responsable de traitement, vous avez un droit légal d'auditer vos sous-traitants. Parce que de manière pyramidale, le RGPD est la tête de réseau, donc la tête de la pyramide est responsable pour tous les sous-traitants qui sont en dessous d'elle. Donc s'il y a une sanction, s'il y a une violation qui intervient dans un niveau donné en dessous de cette pyramide, il y aura l'effet boule de neige. La CNIL va remonter les obligations et le fil en fait du flux, le flux de la donnée, pour savoir qui en bout de chaîne ou en haut de la chaîne est responsable. Donc c'est important pour vous de clarifier et de limiter vos responsabilités, que vous soyez sous-traitant ou responsable de traitement avec vos différents partenaires, afin de pouvoir limiter votre responsabilité en cas d'incident. Enfin, par rapport aux salariés, si vous avez mis en œuvre une politique de confidentialité, des mises en place de réseaux informatiques, des process en fait de sécurité informatique, il est aussi important que vous puissiez valablement les imposer à vos salariés. Le contrat de travail en général est assez insuffisant, donc ça fonctionne à travers la rédaction d'une charte informatique. La charte informatique ne va pas uniquement décrire les réseaux informatiques, mais va aussi bien plus loin. On s'en est vraiment rendu compte ces derniers temps avec le confinement. Elle va aussi fixer toutes les règles, mais de manière très concrète, du télétravail, aussi le droit à la déconnexion, afin de maîtriser de manière globale les droits et les responsabilités des salariés lorsque ils utilisent les outils informatiques. Nous avons constaté, la CNIL constate de manière très générale que la majorité des sanctions, des violations, des incidents, sont issus d'une erreur humaine, un spam qui a été ouvert, on appelle ça un mail frauduleux qui a été ouvert, qui a fait entrer un virus, on appelle ça le phishing, ou à travers le cryptolocage. Il y a aussi encore la fraude au président qui est assez utilisée. Donc ça arrive notamment si au niveau des organigrammes, vous n'êtes pas suffisamment sécurisé. Donc le hacker va rapidement identifier les personnes qu'on pourrait escroquer et faire passer pour un supérieur hiérarchique, et dans ces cas-là détourner des sommes d'argent ou faire au nom de l'entreprise des actions que dans le temps normal il n'aurait pas voulu. Donc, au final, ça c'est la dernière recommandation que je vous fais au niveau des aspects juridiques. Vous devez informer si vous travaillez avec les consommateurs et les particuliers. Là-dessus, la CNIL est aussi très vigilante, notamment Google et Amazon, et Carrefour, c'est aussi là-dessus qui se sont fait sanctionner. Vous devez leur informer quelles sont les données que vous collectez et pourquoi vous le faites. Donc, les finalités, pour parler jargon, les finalités de traitement, lorsque vous collectez auprès des salariés, auprès des consommateurs des informations. Et ensuite, et c'est là je vais revenir sur toute la problématique de la cartographie, vous devez savoir quel est le régime légal applicable pour collecter cette information. Au niveau de RGPD, on entend beaucoup parler de la problématique du consentement. Ne croyez pas, le consentement est une des justifications pour pouvoir traiter des données, mais en général, ce n'est pas celle qui est la plus utilisée. Celle qui est la plus utilisée, c'est celle quand vous avez un contrat qui vous permet, une obligation contractuelle qui vous permet de collecter vos données et d'utiliser votre travail. Par contre, dans le cas où vous êtes soumis au consentement, c'est là-dessus que la CNIL va être la plus attentive au niveau des sanctions, parce que ça va concerner
des traitements qui ne sont pas, en général, pas essentiels pour réaliser votre activité, mais qui vont être considérés comme très intrusifs. Ensuite, je vais vous montrer des exemples concrets dans le cas où la CNIL exige l'obtention d'un consentement. Quelques mesures informatiques sur lesquelles la CNIL est très vigilante. Lors de ces contrôles, la CNIL va vous adresser va obtenir un mandat et en général, pour pouvoir ratisser large, elle va s'intéresser peut-être de manière pratique à une plainte ou une thématique qui l'intéresse, mais elle va rester quand même vigilante sur d'autres aspects. Un aspect sur lequel elle va vérifier systématiquement et qui revient en commun régulièrement dans le cadre des contrôles CNIL, c'est ce sont les éléments de sécurité informatique de base, notamment la manière dont vous allez sécuriser vos mots de passe. La CNIL a mis en place plein d'outils pour vous aider à créer des mots de passe solides, plein d'astuces mémotechniques et notamment des outils gratuits tels que des gestionnaires de mots de passe qui vous permettent de conserver les mots de passe et sans avoir à les mémoriser. N'enregistrez jamais les mots de passe sur le navigateur parce que c'est justement une des sources de virus informatiques et les navigateurs ne sont pas réputés suffisamment sécurisés pour pouvoir assurer la protection de vos mots de passe. Autre outil, autre mesure de protection à mettre en place, c'est prenez le soin de prendre une adresse électronique qui soit professionnelle, pas les outils gratuits, parce que en fait ces adresses électroniques, malgré le fait qu'elles soient payantes, comme les outils de visioconférence d'ailleurs, vous garantissent un chiffrement des communications et surtout, je vous invite à le faire, à juste tester si vous utilisez un compte, par exemple Gmail gratuit, il y a un véritable service client. Donc, par exemple, vous prenez un Gmail gratuit, vous demandez, vous n'avez plus d'informations ou les informations ont été usurpées, vous allez voir que quand vous allez essayer à réutiliser vos informations, Gmail va toujours vous envoyer vers les formulaires d'identification, votre mot de passe, votre question de sécurité, les informations de votre téléphone. Or, quand votre Gmail a été ou votre adresse électronique gratuite a été piratée, le pirate, c'est la première chose qui va modifier vos questions de sécurité et les numéros de téléphone. Ensuite, il n'y a pas de service vraiment humain, tout est automatisé qui se trouve derrière pour vous aider à récupérer vos informations et il demeure très difficile et très long pour limiter la casse et bloquer vos comptes parce que déjà au stade de l'identification, on n'arrivera pas à le faire. C'est complètement différent avec les adresses électroniques professionnelles, celles pour lesquelles vous allez peut-être devoir investir entre 1,50 € et 5 € par mois pour votre messagerie, mais derrière vous avez un véritable service client et des informations comme un numéro de contrat qui vont vous permettre de vous identifier et qui ne sont pas librement accessibles en cas de récupération des informations, ce qui permettra derrière au service client de pouvoir vous identifier même en cas d'incident, parce que d'autres informations sur vous, enfin sur votre société, seront utilisées. Enfin, et ça c'est aussi vraiment des mesures simples mais essentielles, les logiciels, mettez à jour vos logiciels. S'ils sont faits, ce n'est pas juste pour vous faire passer sur une version ergonomiquement plus utile, c'est surtout pour réparer des failles informatiques. Pareil, en corrélation, mettez en place des moyens de sauvegarde de vos informations, de vos données qui soient efficaces. Le conserver sur une clé USB ou sur des serveurs, sur des petits disques durs, sans derrière avoir un système de récupération et de sauvegarde à plusieurs niveaux, vous risquez, en cas de problème ou en cas notamment de cryptolocage, de perdre toutes les informations et de voir vos disques durs qui sont cryptés.
en mettant en processus des systèmes notamment de sauvegarde dans des centres d'hébergement de données, dans plusieurs centres d'hébergement de données sur différents serveurs qui se situent dans des lieux différents, vous aurez plus de facilité vous aurez des chances que tous les serveurs en cas de piratage ne soient pas atteints et vous pourrez plus rapidement rétablir vos informations. Ça semble peut-être complexe, mais vous avez de nombreuses sociétés informatiques qui, pour un prix totalement accessible pour des PME, peuvent vous proposer ce genre de service. Et là-dessus aussi, la CNIL est très vigilante. Enfin, une chose simple, c'est, je sais que vous avez toujours peur en fait de perdre toutes les informations et vous avez la peur de les conserver. Sachez que vous pouvez, la CNIL ne dit pas d'effacer la totalité de vos informations professionnelles au bout d'un certain temps. Elle vous demande de faire une analyse entre réellement ce dont vous avez besoin et ceux qui peuvent passer dans des archives ou plus loin peuvent être effacés parce qu'il n'y a plus aucun risque, notamment les délais de prescription sont écoulés et peuvent être effacés. En conséquence, vérifiez bien que vos fichiers clients et utilisateurs soient à jour, ceux dont vous n'avez plus besoin de manière opérationnelle. Faites une extraction et conservez-le dans un endroit différent, surtout si ces fichiers clients sont dans le cloud, sur des espaces clients de sites internet. Parce que si vous vous faites pirater, l'internet est la première source d'entrée de piratage. Si vous faites pirater, vous allez atteindre et beaucoup plus de personnes seront victimes du piratage, notamment toutes celles dont vous n'avez plus besoin, que vous ne traitez plus, les personnes qui ne sont plus clientes ou dont le traitement de leur dossier est clos. Et c'est notamment une des raisons, quand je vous ai parlé de cette agence immobilière qui s'est fait sanctionner, c'était notamment une des sanctions qui a motivé en fait le prix élevé de la CNIL au niveau de cette sanction, c'est que cette agence immobilière pendant très longtemps a conservé une grande volumétrie de données de personnes qui n'étaient plus clientes. Il s'agissait de candidats à la location, c'était des personnes qui n'avaient pas été sélectionnées et pourtant ils conservaient énormément d'informations sur elles. Le fait que elle n'ait pas fait le tri entre les informations dont elle a besoin et celles dont elle n'a plus besoin a été une des motivations de la sanction. En conséquence, lorsque vous faites vous faites un tri dans vos données, je vous ai pas dit tri veut dire suppression, tri veut dire extraction, les stocker dans un endroit où peut-être pendant les délais de recours, les délais de prescription, vous en avez besoin. Dans ces cas-là, seulement les personnes qui potentiellement pourraient en avoir besoin doivent pouvoir y accéder. Par exemple, si vous avez un service contentieux ou le dirigeant pourrait y avoir accès, mais les opérationnels comme les commerciaux n'ont plus aucune raison de pouvoir y accéder et dans ces cas-là n'ont plus de raison d'avoir une habilitation et de pouvoir revenir dans les archives. Enfin, lorsque je vous parle d'archivage de données, sachez que ça ne concerne pas uniquement les données numériques. Cela concerne aussi les archives papier. Donc, ce même travail que vous faites au niveau de la sécurisation des informations, par exemple les archives papier, les dossiers du personnel, vous allez le mettre dans un coffre-fort, vous allez les mettre dans une salle fermée à clé ou dans un placard fermé à clé. Bien, si vous avez la corrélation avec les mêmes données numériques, doivent bénéficier de la même sécurité. Donc avec des dossiers qui sont chiffrés, avec un mot de passe qui est détenu et accessible. Eh bien, qu'à celui, par exemple, concernant les informations de ressources humaines, eh bien, uniquement aux dirigeants, à l'employeur, et pas et que l'ordinateur qui accède à ces informations ne soit pas libre et accessible à tous les salariés, mais que ces informations soient bien séparées et conservées dans un endroit sécurisé. Un dernier conseil vraiment de priorisation d'actions à mettre en œuvre de manière prioritaire,
La CNIL, depuis janvier, est en train d'envoyer des alertes à tout le monde, à tous les délégués à la protection des données, et aussi elle fait une grande campagne de communication sur la mise en conformité de vos sites internet, notamment à la réglementation sur les cookies. Quelle est-elle ? Les cookies sont des petits outils, des petits fichiers qui ont plusieurs fonctions. À la base, ils sont surtout utiles pour faciliter la navigation et permettre que l'affichage du site internet auprès de l'internaute se fasse de manière plus rapide et avec une ergonomie, une charte graphique qui corresponde aux souhaits de l'internaute. Par exemple, il va reconnaître en fait la résolution de l'écran sur lequel est en train de visiter l'internaute et donc du coup va permettre de pouvoir visualiser. Ces cookies-là sont essentiels pour naviguer correctement sur Internet, sur le site Internet. Ce sont donc des cookies qui ne sont pas pris en compte dans la réglementation CNIL. Il n'y a donc pas de consentement. Quand je parle des cookies tiers qui sont soumis à cette réglementation des cookies, ce sont des cookies qui vont permettre de présenter une fonctionnalité qui n'est pas essentielle au fonctionnement du site Internet. Prenons un exemple. Sur votre site Internet, vous avez une chaîne YouTube pour pouvoir diffuser des vidéos. Cette chaîne YouTube, elle est aussi visible de votre site Internet. Ce n'est pas le problème de YouTube, c'est que lorsque vous l'intégrez, YouTube appartenant à Google va utiliser le cookie pour projeter à l'internaute des informations, enfin la vidéo, mais par ailleurs, il va collecter des informations pour alimenter les services d'autres services Google, comme par exemple son service de publicité. C'est le même cas pour ceux qui utilisent des outils statistiques comme Google Analytics. D'une part, il va vous permettre d'avoir des statistiques, ce qui est important pour vous, parce que ça va vous permettre de pouvoir améliorer la qualité du site internet et la qualité du contenu qui est produit. Sauf que Google va parallèlement aussi utiliser ces informations pour alimenter sa base de données publicitaires, notamment Google Ads. Le fait que un autre éditeur et un tiers utilise des informations utilise les données personnelles pour des finalités que vous, déjà, vous n'êtes pas en mesure de décider, et en plus pour de la publicité notamment, c'est ça qui motive la CNIL à mettre en place un système de consentement. Pourquoi ? Parce que l'internaute, quand il va sur le site, notamment pour des cookies comme Google Analytics, il ne sait pas que déjà, il y a un outil statistique qui est sur le site, parce que ce sont des cookies qui sont invisibles, mais en plus, il ne sait pas que cette collecte complètement invisible va être utilisée ensuite pour lui proposer, lorsqu'il va sortir du site ou aller sur un autre site, de la publicité ciblée. En conséquence, la CNIL a mis en place un système de réglementation où vous devez faire apparaître une bannière, mais attention, hein, ce n'est pas juste une bannière d'information, elle est devenue beaucoup plus stricte de ce point de vue-là. C'est une bannière avec à l'intérieur un logiciel de consentement sur les cookies qui va demander à l'internaute, avant qu'il continue à aller sur le site, quels sont les cookies qui sont présents sur le site. Donc, les cookies soumis au consentement, ils sont désactivés à ce moment où on le visualise. Est-ce qu'il est d'accord que l'on installe ces cookies ? Dans ces cas-là, lesquels il est prêt à accepter ? Et parallèlement, on doit aussi lui donner la possibilité de refuser avec un bouton « Refus de l'installation des cookies ». On doit aussi lui donner des informations plus étayées sur à quoi sert le cookie, par qui il est géré, quelles sont les données qui sont collectées et pendant combien de temps ces données sont exploitées. Évidemment, sur une bannière d'information, ça devient des informations un peu trop longues. Mais c'est pour ça que vous voyez souvent la case
politique de confidentialité ou en savoir plus, parce qu'à l'intérieur, cela va renvoyer à la politique de confidentialité et à la politique de cookies, où ces mentions obligatoires qui résultent de l'article 82 sont étayées. En revanche, lorsque vous accédez sur cette politique de confidentialité, comme on n'a pas encore donné de décision, l'internaute ne s'est pas encore décidé, il est en train de s'informer, les cookies ne sont toujours pas actifs. Il est donc, vous allez trouver sur le marché et la CNIL, notamment en référence, des outils qui sont réellement conformes à la réglementation des gestionnaires de cookies. Donc, soyez vigilants lorsque vous devez choisir les outils de consentement en vérifiant que les critères que je viens de vous énoncer soient bien présents et qu'il ne s'agit pas juste d'une bannière d'information. J'espère que ces quelques informations vous ont été utiles et vous aideront dans la mise en conformité de votre structure. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Merci, Maître Dumas, pour votre intervention. Effectivement, on a eu quelques questions du coup sur le chat, notamment une première question. Outre les mesures de sanction, est-ce que la CNIL propose des mesures d'accompagnement aux entreprises pour la mise en conformité du RGPD ? Alors oui, c'est d'ailleurs sa priorité. Les mesures de sanction ce sont des systèmes d'alerte. En réalité, la CNIL est beaucoup dans l'accompagnement, beaucoup dans la prévention. Elle enrichit régulièrement son site internet, donc je vous invite à aller le consulter dès que vous avez une question, très fréquemment, et elle met à disposition des lignes téléphoniques pour des problématiques un peu plus complexes pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, mais surtout si vous avez une activité complexe dans la gestion des données, je vous invite, même si vous n'en avez pas l'obligation légale, à désigner un délégué à la protection des données, parce que c'est notamment son travail de vous conseiller, de vous accompagner dans la conformité, mais aussi il dispose en fait d'une relation directe avec la CNIL, d'une ligne directe pour l'aider à régler plus facilement les problématiques auxquelles il pourrait être confronté. Donc la CNIL, oui, a une véritable mission d'accompagnement. D'accord, merci. Autre question, dans le cadre d'une entreprise qui a ses données enregistrées sur un hébergeur, et cet hébergeur est piraté, est-ce que la CNIL peut condamner l'entreprise pour ce piratage et également l'hébergeur, ou seulement l'hébergeur et pas l'entreprise? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Donc, il y a pas, c'est ni oui ni non. Déjà, on va devoir analyser d'où vient la faille. Est-ce que c'est l'hébergeur? Est-ce que c'est du fait d'un incident qui a eu lieu qui était de la responsabilité de l'hébergeur ou de la responsabilité de l'éditeur? Tout ça déjà doit être vérifié et dans le cadre de vos conditions générales et vos conditions générales de sous-traitance. Ensuite, pour répartir la responsabilité, la CNIL va déjà contrôler pour aussi faire cette enquête et vérifier avec certitude parce qu'en général ça va partir d'une plainte, qui est responsable dans ce cas de figure. C'est assez compliqué parce que de manière générale, les hébergeurs vous donnent des garanties assez élevées au niveau de la sécurité des informations et c'est... Alors là, je vous parle d'une manière peut-être plus statistique. Les failles et les défauts de sécurité viennent plutôt de la manière dont ensuite les informations sont sécurisées, mais qui sortent en fait de la partie de la responsabilité de l'hébergeur. C'est les données, les failles viennent plus souvent du côté du responsable de traitement. Mais on peut pas exclure, dans aucun cas, on peut pas exclure la sanction de l'hébergeur si effectivement on établit que c'est lui qui est à la source, à l'origine de l'erreur. Merci. Autre question, on en a pas mal qui arrivent. Est-ce que selon vous, il est nécessaire de crypter le fichier client dans l'entreprise? Tout dépend. Moi, ce que je vous conseille, c'est de crypter les archives de votre fichier client pour qu'il soit accessible qu'aux personnes qui sont habilitées, c'est-à-dire la partie des informations dont vous n'en avez plus besoin de manière opérationnelle, quotidienne. Pour les autres,
Il n'y a pas de vraie solution parce que tout va dépendre votre architecture et la manière dont vous travaillez. C'est vrai que sécuriser si le fichier client, sécuriser le fichier client qui est accessible librement via un cloud, je vais vous conseiller via un système de SaaS. Évidemment, la première chose, il faut que les accès soient particulièrement renforcés pour accéder au fichier. Pourquoi? Parce que potentiellement, n'importe qui peut y accéder si si c'est une simple adresse mail une adresse de site internet connue de tous, peuvent potentiellement y accéder. Il y a plus de risques d'intrusion. Merci. Autre question, du coup, beaucoup plus pratique. Dans le cadre d'un formulaire Google Form ou d'un formulaire de contact qui sont sur les sites internet des entreprises, est-ce qu'il y a des mentions particulières à indiquer? Oui, il y a des mentions particulières à indiquer. Déjà, alors, elles ne seront pas pareilles parce que tout va dépendre de l'usage que vous allez faire de ce formulaire. Le formulaire de contact, classiquement, vous avez juste à indiquer que vous vous engagez à utiliser les données collectées pour répondre à la demande du formulaire de contact. Donc attention, si vous souhaitez utiliser le formulaire de contact pour ensuite faire de la prospection, vous devez ajouter une case de consentement, donc demander l'autorisation à la personne si ensuite vous pouvez utiliser ces informations pour les solliciter dans le cadre de la publicité. Mais sinon, ça doit se limiter à l'usage, à des mentions d'information. Pas besoin de cases de consentement, de cases à cocher. Est-ce que vous êtes d'accord de transmettre des informations? C'est vous répondez dans un cadre légitime à une demande que vous a fait l'internaute. Donc juste lui dire que les données utilisées serviront à l'usage pour répondre à leur demande et indiquer un délai de conservation de ces données. Merci. Et dans le cadre où le délégué à la protection des données personnelles est un salarié de l'entreprise, est-ce que ce DPO peut être responsable pénalement en cas de fuite de données ou de piratage ou de mauvaise gestion de ces données? Ça sera le rôle du délégué à la protection des données est un rôle de conseil. Il n'a pas la responsabilité sur les violations des données personnelles. Pourquoi? Parce qu'au final, ce n'est pas lui qui décide. Ça sera toujours le responsable de traitement. Donc, le rôle, il a pour rôle de conseil, donc il doit se couvrir en disant si il a été sollicité de la part du responsable de traitement de lui avoir fourni les conseils les conseils au niveau des mesures de sécurité à mettre en place. Par contre, il ne sera pas responsable pénalement en cas de violation parce que celui qui prend la décision sera toujours le responsable de traitement. Merci. Autre question, est-ce qu'il existe un modèle ou une trame que l'entreprise peut adapter de cartographie de gestion de données personnelles? Merci, parce que si vous posez la question, c'est que j'ai oublié de vous le dire. Oui, la CNIL met à disposition aussi des modèles vierges de registres sous format XLS ou sous format Excel que vous pouvez télécharger avec un petit kit d'informations. Il est pas mal, sauf que il y a certaines informations qui sont manquantes et surtout il n'y a pas ce guide, cette orientation ou ce pré-remplissage que peuvent vous fournir certains logiciels de gestion et qui vont vous faciliter la réalisation de la cartographie. Mais effectivement, si vous voulez le faire, la CNIL met à disposition un modèle qui est évidemment gratuit. On a une petite demande de précision. Une personne qui nous demande si le responsable de traitement des données et le DPO, du coup, sont des personnes différentes. Complètement. Alors, sachez que le responsable de traitement est un stratège. C'est la personne, donc c'est pour ça que j'étais assez vague. Ça peut être, évidemment, c'est le dirigeant, le responsable légal de l'entreprise. Ça peut être, par exemple, le directeur de la communication, le directeur ou celui qui endosse la responsabilité de la communication du commercial. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va peut-être désigner comment cibler les envois de prospection. Ça peut être aussi le DRH, parce qu'il a une décision stratégique sur la manière dont on va gérer les données du personnel. Ça peut être aussi le responsable informatique parce que c'est lui qui va décider de la manière dont on va sécuriser et stocker les données. Toutes ces personnes qui ont donc une position stratégique de prise de décision sur la donnée ne peuvent pas être désignées
délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données doit avoir un rôle de conseil. Et comme par rapport à la question précédente, il peut fournir des conseils et des orientations que le responsable de traitement, qui finalement est celui qui va prendre la décision, ne va ou n'est pas obligé de suivre. Donc ce n'est pas le RGPD est assez clair sur cette problématique. Ce n'est pas possible de désigner un délégué à la protection des données quand la personne concernée a cette double casquette. Merci. On a une question aussi que nous, on a également parfois au service juridique. Je viens d'acheter une base de données. Comment demander le consentement à chaque client avant d'envoyer un mail, donc notamment dans le cadre de la prospection. Donc là, on en serait plutôt dans du B2C et ensuite après dans du B2B. Alors, si vous achetez une base de données, la première règle à faire, vérifier si ce n'est pas une base de données que vous avez réalisée vous-même, vérifiez auprès de votre vendeur s'il a obtenu, s'il peut vous garantir par écrit, contractuellement, la légalité des données qu'il a collectées. Donc, s'il s'agit d'une base notamment de particuliers ou de consommateurs, que ces consommateurs ont donné leur autorisation, leur consentement pour être prospectés, notamment par des entreprises ou structures telles que la vôtre. Ça, c'est la première étape. Parce que même si c'est aussi le cas en dehors d'un achat de base de données, si vous collectez des informations de particuliers que vous souhaitez prospecter ensuite. Même s'il s'agit de clients, donc c'est là où l'affaire Carrefour Banque a un peu clarifié les choses, même vos clients, vous pouvez les contacter dans le cadre de l'échange sur l'opération, sur la vente ou la relation contractuelle que vous avez actuellement. Mais si vous souhaitez les solliciter ensuite pour l'envoi de produits commerciaux, pour de la prospection, vous devez obtenir de leur part un consentement préalable. Ça veut dire une petite case à cocher ou un document, un formulaire séparé du contrat principal où la personne va volontairement cocher par elle-même l'accord sur l'utilisation de son adresse mail ou de son numéro de téléphone pour le SMS pour de la prospection. Concernant les bases de données B2B, donc les bases de données de professionnels. Si vous voulez utiliser des informations professionnelles pour solliciter des professionnels qui sont dans le cadre, qui répondent au cadre de votre activité, la réglementation est beaucoup plus souple. Vous êtes sur la base de l'intérêt légitime. Dans ces cas-là, vous pouvez adresser et prospecter des adresses professionnelles, même si elles sont nominatives, mais des adresses professionnelles des structures qui vous intéressent pour leur proposer leurs produits, mais pensez en dessous à mettre à disposition un lien de désabonnement ou la mention stop si c'est par SMS pour leur permettre de s'opposer à cette prospection. Mais vous n'avez pas besoin de consentement. Mais soyez très vigilants, si vous avez des bases de données qui mélangent les deux, préférez la solution qui mélange les deux, je veux dire, et d'un côté les particuliers, les consommateurs, et d'un autre côté les bases de données professionnelles. Deux choix, soit vous séparez les bases, et donc dans ces cas-là vous faites un régime pour l'un et un régime pour l'autre. Si c'est pas possible, prenez la mesure la plus protectrice, demandez le consentement préalable des personnes que vous souhaitez solliciter. On a une question qui rejoint un petit peu la précédente. Dans le cadre d'une vente d'un véhicule, donc les informations personnelles sont notées sur le contrat, et la personne, si le professionnel souhaite récupérer ces informations personnelles qui sont sur le contrat, est-ce que là aussi elle doit demander un consentement avec une clause particulière du contrat, avec une clause particulière du contrat de vente du véhicule? Alors, dans le cadre du contrat de vente, dans tous les cas, il va devoir expliquer de manière générale ce qu'il va faire de ces informations. Parce que, évidemment, pour le contrat de vente, le vendeur a besoin d'informations personnelles pour pouvoir réaliser la vente. Il peut les utiliser dans le but de l'opération de vente ou aussi de l'opération de prêt ou d'immatriculation du véhicule. Ce sont des informations dont il est
dont il est légitime à obtenir, voire contractuellement, au sens contractuel, il en a besoin, ou voire légalement, il a l'obligation d'obtenir ces informations. Si ces informations sont utilisées pour ces 3 bases légales, donc typologie que je viens de vous énoncer, il n'y a pas besoin d'avoir un consentement séparé. En revanche, si derrière, il veut utiliser les informations pour solliciter le client sur, par exemple, des offres de réparation du garagiste ou d'autres offres donc de prospection, dans ces cas-là, il a besoin d'un consentement séparé. Quand bien même, cela traite les mêmes informations. Oui, en fait, ça dépend vraiment de la finalité du traitement de la donnée. Tout à fait. Tout à fait. Et, on a une dernière question. Est-ce que l'employeur a le droit de mettre l'image de ses salariés sur son site internet, par exemple par le biais de photos d'équipe ou de vidéos promotionnelles de l'entreprise? Eh bien, quand les photos sont utilisées sur le site internet, ils sont accessibles de manière publique. Cela sort du cadre du contrat de travail. Et dans ces cas-là, autant au regard du droit à l'image que du RGPD, l'employeur doit obtenir de manière séparée le consentement du salarié. Ce qui n'est pas la même situation si vous voulez utiliser l'image de vos salariés dans un intranet ou pour un organigramme ou sur un badge. Cela fait partie du contrat de travail, ça permet en fait d'identifier et de mieux organiser l'équipe au sein de la structure. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas soumis au consentement séparé de l'internaute, du salarié. Du coup, une dernière question, cette fois-ci c'est vraiment la dernière. Est-il possible de dépasser la durée légale de conservation et dans ce cas-là, que risque l'entreprise? Alors, vous allez remarquer, si vous vous plongez dans la problématique du RGPD, il n'y a pas de délai moyen, de durée moyen de conservation. Tout va dépendre de la finalité, donc de l'usage que vous allez faire de cette donnée. Je vais vous prendre un exemple. Dans certains cadres, notamment dans des risques médicaux, il y a une obligation de détention des données qui dépasse 50 ans, voire encore plus 70 ans de conservation des informations. Parce qu'il y a une obligation légale qui contraint la structure à conserver ces informations pendant un délai aussi long. Il y a d'autres cas qui sont très courts. Comme je vous ai expliqué, sur le cas des cookies, le délai est limité à 6 mois des informations. Donc, tout dépend l'usage de la donnée que vous allez faire et l'objectif de la collecte. Je vous conseille, pour vous faciliter, de créer, lorsque vous avez réalisé ou pendant que vous réalisez votre cartographie, de réaliser un tableau de conservation des données afin de pouvoir analyser quelle est la durée de conservation, dans votre cas, des données dont vous avez la garde. Merci. Écoutez, nous n'avons plus de questions, donc nous allons clôturer ce webinaire. Je remercie Maître Tiffany Dumail du coup, pour sa présentation et pour la clarté de ses explications. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube Viséo. Donc le replay sera accessible. Je vous dis à bientôt sur nos prochains webinaires et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, merci.